dans l'ensemble de cette journée. Pour l'instant, personne n'a encore pu rentrer, mais le bâtiment est bel et bien bloqué. Alors on me dit maintenant à l'oreillette que Vincent peut intervenir en direct du ministère. On le reçoit maintenant, Vincent. Bonjour, rebonjour en direct du ministère de l'Environnement. Comme vous pouvez le voir, il y a maintenant de grandes affiches qui sont en train d'être accrochées sur le mur du ministère et des tags qui sont laissés devant pour que même lorsque ce blocage se termine, le message puisse rester. Comme on vous le précisait ici, c'est le ministère de la Transition écologique et solidaire. Et c'est très intéressant de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas mal mécontents en fait qu'on les empêche d'aller travailler. Et c'est exactement le message qu'on veut porter, c'est de réussir à prendre conscience que ce ministère, bien qu'il porte un beau nom, n'accomplit pas sa mission actuellement. On sait que ce gouvernement est en train de louper ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre d'ici 2020. Qu'ils sont en train de louper les objectifs de développement des énergies renouvelables et que le plan de rénovation thermique des bâtiments, le plan d'efficacité énergétique est nul à chier, ça ne marche pas. Alors venez voir un petit peu ce qui est en train de se passer. On a différentes prises de parole qui ont eu lieu. On va essayer de demander à des personnes qui travaillent au ministère ce qu'ils en pensent. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous poser une question ? Vous travaillez au ministère, c'est bien ça? Oui. Est-ce que vous comprenez l'action qui est en train de se dérouler ici? Je comprends. Bon, là, ce matin, je suis un peu frustré de ne pas pouvoir accéder à ma tour. Je vous rappelle que quand même, la très grande majorité des gens qui sont ici travaillent pour le développement durable. Après, on est une administration, vous pouvez nous demander de changer les choses, mais d'abord, il faut changer nos représentants élus parce qu'on travaille pour eux. On n'a pas de légitimité à dire nous-mêmes qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est accepté par les citoyens, qu'est-ce qui doit être mis en œuvre en faveur du développement durable. Donc nous, on est là d'abord au service d'un ministre, au service d'un gouvernement élu, au service d'une représentation nationale élue. Donc ces mobilisations, c'est bien, les images, c'est bien, le fait de sensibiliser les gens, c'est bien. Je pense qu'ici, vous prêchez auprès de beaucoup de convertis. Et puis, laissez-nous entrer, on a envie de travailler pour le développement durable quand même. Oui. Alors beaucoup de personnes qui nous regardent sont peut-être un peu dans le doute par rapport aux objectifs de développement durable de notre gouvernement. Il y a des grandes craintes et à mon avis assez justifiées que ce soit des stratégies de croissance verte, c'est-à-dire essayer de continuer à faire grandir notre gâteau national PIB et de verdir un petit peu le projet, mais sans remise en question du système. Je crois savoir que les activistes qui sont ici ont envie de changer le système. Est-ce que c'est aussi l'objectif de ce gouvernement, de ce ministère? Alors, comme je vous l'ai dit, on est une administration qui est au service d'un gouvernement, d'une représentation nationale. Il y a un devoir qui est le devoir de réserve du fonctionnaire. C'est-à-dire que je me suis présenté en tant que fonctionnaire, donc c'est pas mon rôle de vous dire un commentaire sur la politique du gouvernement. D'accord, bon, bah c'est le mien alors. Par contre, si demain vous me croisez à un autre endroit dans la rue en tant que citoyen, là je pourrais m'exprimer. Mais là, c'est pas le lieu ni le moment. Vous avez participé aux marches pour le climat par exemple? Bah, par exemple, ça c'est des actions menées en tant que citoyen. Ah donc vous pouvez pas les commander non plus? Peut-être que je pourrais, mais ça me semble tout petit peu gênant ce matin. Je suis gêné que vous soyez gêné de pouvoir exprimer votre pensée et vos opinions. Mais heureusement, d'autres activistes sont là pour le faire. Nous allons essayer de retrouver des porte-paroles, donc des personnes qui ont la capacité de délivrer le message politique de ce qui nous rassemble ici. Est-ce que Pauline, tu aurais une seconde pour nous dire ce qui est en train de se passer là, sur cette cible, dans notre merveilleuse action de Bloquons la République des pollueurs? Alors là, on est en train de bloquer le ministère de la Transition écologique et sociale pour dénoncer le fait que, il y a les grands patrons qui sont dans les coulisses du gouvernement et qui dictent les lois, ce qui fait que les lois servent beaucoup plus l'intérêt, le profit des multinationales que l'intérêt général. Et ça, on a l'habitude parce que, en fait, ça fait super longtemps que c'est le cas, mais ces grands patrons, ils sont pas du tout légitimes pour dicter les lois. Donc nous, on dit, mais non, c'est plus possible. Dans cet état d'urgence climatique actuelle, on doit écrire les lois pour protéger l'environnement, pour la justice sociale et pour garantir qu'on ait un avenir. J'ai été d'ailleurs extrêmement surpris, je ne savais pas le lieu de l'action, tout était très secret, c'est aussi comme ça que fonctionnent les actions de désobéissance civile. J'ai été extrêmement surpris de découvrir qu'il y a un bâtiment du ministère de la Transition écologique et sociale à littéralement 2 pas de la Société Générale, de différentes banques françaises qui financent les énergies fossiles, de Areva, de différentes institutions comme ça, de Total aussi. Ça pose question, est-ce que c'est parce que ce ministère essaie de, jongler entre les différents objectifs ?
c'est sûr que c'est un peu une coïncidence, je ne sais pas, que ce soit le seul ministère qui soit au sein de la défense, qui est un peu la place emblématique justement de cette alliance toxique qui eh bien, permet en toute impunité aux multinationales et aux ultra-riches de continuer à détruire la planète. Si vous vous retrouvez dans ce message et dans la perspective de ce blocage, c'est-à-dire d'effectivement désobéir de manière à porter un message politique absolument nécessaire, l'urgence climatique est déclarée par tous les scientifiques, il est temps maintenant de passer à l'action et le message qu'on nous transmet c'est oui mais nous travaillons au développement durable. Lentement mais sûrement, nous allons trouver des solutions, mais en fait lentement mais sûrement ça va pas le faire. Alors si vous vous reconnaissez dans cette action, on vous invite à partager ce direct, à taguer vos amis, de manière à ce qu'un maximum de gens puissent voir ce qui est en train de se jouer ici. C'est important. C'est important et surtout que la plupart des personnes qui participent à cette action eh bien, font de la désobéissance civile pour la première fois. Et parce que là, on se dit qu'on n'a plus le choix, qu'il faut passer à des autres modes d'action. Et la désobéissance civile, c'est vraiment une arme puissante de changement sociétal. Et c'est ce que tout le monde est en train de se rendre compte. Et c'est ce qui fait que là, aujourd'hui, on est plus de 2030 à être répartis en 4 points au cœur de cette République des pollueurs et que nous la bloquons avec nos corps. Et ça, c'est aussi très fort comme symbole. Eh ben, on va laisser les images parler et peut-être un autre animateur va prendre le relais. Vas-y, tu peux passer. Moi, en plus, je suis en congé cet après-midi, alors tant pis. Je dois accueillir tout le monde, c'est pas grave. Accueillir personne. Climaticide. Ici, en l'occurrence, EDF est accusé d'investissements massifs dans un parc nucléaire, une énergie du passé, et de polluer énormément, notamment à cause des déchets nucléaires. Les activistes sont nombreux à être venus ce matin. Est-ce qu'on peut faire un petit tour ? Alors nous avons tenté de parler avec les employés venus travailler ce matin. Certains d'entre eux se demandent même pourquoi nous sommes là, en quoi EDF participe à des actions climaticides. Donc on a l'impression qu'il y a une grande désinformation même auprès des salariés. Et pourtant, EDF est un des acteurs majeurs du nucléaire. C'est même le plus gros acteur du nucléaire avec Areva. Qui d'ailleurs est en lien très étroit avec le gouvernement. Rappelons que Édouard Philippe a été directeur des affaires publiques d'Areva. Est-ce qu'on peut dire que le lobby du nucléaire est arrivé au plus haut, à la plus haute sphère du gouvernement? Je pense que c'est possible. C'est bon pour moi ? Attends. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle est toujours en ligne ? Ok. Et oui, toujours en direct ici du siège social, si l'on peut dire, de la Société Générale à la Défense, qui est aussi un vrai symbole finalement de l'ensemble du système qui est dénoncé ici. Je suis avec John Palais et avec Laurette Philippot. Donc John et Laurette des Amis de la Terre, vous êtes deux figures du mouvement activiste et militant. Il y a comme une odeur de déjà-vu parce qu'on s'était déjà rencontrés en décembre lors de l'action de désobéissance civile qui avait lieu à la Société Générale, mais en face des Galeries Lafayette. Un autre joli symbole. Alors qu'est-ce que l'on peut dire, peut-être les premières informations concernant cette action aujourd'hui, pourquoi elle est importante, comment s'est-elle organisée? Alors c'est une action qui se passe dans plusieurs lieux de la Défense. On vient dénoncer en fait que les vraies décisions politiques sur le climat sont prises ici, à la Défense, là où les grandes multinationales ont leur siège. Et on est venu bloquer actuellement à la fois le ministère de la Transition écologique, dont on considère qu'il ne fait pas son vrai boulot, le siège d'EDF, le siège de Total
et le siège de Société Générale qui effectivement n'est toujours pas dans les clous et continue de faire sa politique climaticide. On a rebaptisé la défense la République des pollueurs, parce que c'est ici que se prennent les vraies décisions, et on veut montrer le vrai visage de Emmanuel Macron, qui se prétend être le champion de la Terre, mais qui, à nos yeux, est le champion du business, puisqu'il ne fait rien pour le climat, et pire, en fait, il facilite et il est aussi co-responsable de toutes les décisions que prennent les multinationales qui aggravent le dérèglement climatique en cours. Laurette, on a pu voir dès les premiers instants de ce siège, du siège de la Société Générale, des portraits d'Emmanuel Macron, comme c'est le cas d'ailleurs au ministère, comme c'est le cas dans les autres lieux qui sont bloqués ce matin à Paris. Des portraits avec scènes de crimes climatiques, avec un Macron qui est souillé, qui semble être souillé de sang, de terre. Donc il y a vraiment une volonté aussi de mettre un lien direct entre celui qui, pour l'instant, est au pouvoir et finalement le dérèglement climatique. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on est à un moment où la capacité de pouvoir continuer à vivre sur une planète soutenable est en jeu. Et au lieu justement de répondre à cette urgence-là et aux demandes des citoyens qui sont répétées, on a marché, on a fait des pétitions, on est déjà venu ici. Emmanuel Macron, il joue le jeu des grands patrons. Il a pas seulement refusé depuis le début toute intervention, que ce soit dans la sphère financière ou dans les autres sphères économiques de régulation, mais en plus il a toujours poussé à toujours moins d'interventionnisme dans les grandes entreprises et dans les multinationales qui sont ici à ce siège. Et il y a une autre chose, c'est que le gouvernement aujourd'hui, ce qu'on essaye de dire, c'est qu'il n'est pas seulement influencé par les multinationales, mais c'est qu'en son sein, il contient des représentants du lobby qu'on dénonce. On peut parler d'Édouard Philippe, de Brune Poirson. Qui était dans les énergies Areva, c'est ça? Areva, Brune Poirson qui était à Veolia, et lui donc qui représente tout à fait ces allers-retours entre le public et le privé. D'ailleurs, En Marche a été cofondé, cofinancé par des banquiers d'affaires. C'est d'ailleurs l'intérêt aussi d'être ici au pied d'une grande banque comme la SOGÉ. Exactement. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a un président qui est passé par l'ENA, par l'inspection des finances, qui après a fait ses classes à Rothschild, qui est revenu et qui a accédé aux plus hautes fonctions de l'État. Mais lui, il est imprégné de ce monde-là, et donc aujourd'hui, il ne défend pas les intérêts les intérêts communs, mais il défend les intérêts justement de ces grandes multinationales et de ces banques qu'il connaît très bien. Et au-delà de les connaître très bien, il utilise les mêmes outils de communication. C'est-à-dire, au lieu de se dire, pour cacher son inaction, il utilise des stratégies de greenwashing assez agressives et des effets d'annonce répétés. Et ça, c'est complètement ce que fait Société Générale, comme ce que fait BNP Paribas, ce que font Crédit Agricole. Et donc voilà, donc le lien est tissé. Et aujourd'hui, on est dans un immobilisme, dans un blocage qu'on symbolise aussi ici, parce que justement, les décisions ne sont pas prises là où elles devraient être. Et c'est pas la République du peuple pour le peuple. C'est vraiment la République des pollueurs par les pollueurs. C'est vraiment ce qu'on essaie de dénoncer aujourd'hui. Alors John, j'ai cité au tout début de l'action quelques mots sur l'évasion fiscale dont se rend coupable et même dont la Société Générale est finalement l'une des grandes architectes au niveau français. On a parlé évidemment des investissements dans certains des secteurs les plus énergivores et polluants, comme les sables bitumineux, le gaz de schiste, qui est d'ailleurs une affaire de famille, on a l'impression, avec les banques et le milieu des affaires du grand capital. Concrètement, est-ce que tu peux nous dire peut-être 3 ou 4 points clés qui font que Société Générale est une cible inévitable aujourd'hui dans le cadre de cette action? Société Générale, elle est toujours la première banque française qui soutient massivement les énergies les plus sales. C'est-à-dire que on est à un moment de l'histoire où les climatologues nous disent qu'il faut réduire drastiquement notre consommation d'énergie fossile. Le rapport du GIEC 1,5 degré d'octobre est très clair, il parle de changements sans précédent. Donc c'est une révolution totale de notre mode de vie qu'il faut opérer pour s'extraire de notre dépendance aux énergies fossiles. Société Générale fait exactement le contraire, puisque non seulement elle soutient les secteurs traditionnels des énergies fossiles, mais elle soutient aussi massivement tout ce qui est les nouveaux secteurs des énergies fossiles, c'est-à-dire les gaz de schiste, le gaz de schiste liquéfié qui permet de l'exporter, les sables bitumineux, les forages arctiques, c'est-à-dire qu'elle repousse les frontières de l'exploitation des énergies fossiles. Donc c'est plus que de l'immobilisme, c'est appuyer sur l'accélérateur du dérèglement climatique. Et ça, c'est quelque chose qui est insupportable et qu'on ne peut pas accepter.
Ok, merci beaucoup John. On reste ensemble non loin du pied de cette tour de la Société Générale ici, juste derrière l'Arche de la Défense. On est au cœur de cette action sans précédent dans l'histoire de la France de désobéissance civile pour réclamer la justice climatique et sociale. Et maintenant on retrouve notre amie Hélène de Vestel. On va relancer le chant tout de suite, sinon... Oui, alors merci Félicien, je suis avec Clément qui est chargé de campagne climat chez Greenpeace. Clément, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'objectif de cette action ici chez Total ? Alors absolument, on est aujourd'hui à la Défense pour bloquer la République des pollueurs, c'est-à-dire l'alliance toxique entre Emmanuel Macron et les multinationales les plus polluantes. Parmi ces multinationales les plus polluantes, il y a effectivement Total, et donc là on est en train d'occuper le siège de Total. Total, elle fait partie des 20 entreprises les plus polluantes au monde, elle fait partie des 100 entreprises qui sont responsables de près de 71% des émissions de gaz à effet de serre, et elle a prévu encore cette année de repousser la frontière des fossiles avec 27 projets d'exploitation pétrolière offshore. Et pour que les gens comprennent bien, le but n'est pas juste de dénoncer, c'est aussi de pouvoir bloquer pendant une journée l'activité normale des employés afin de communiquer aussi pour les employés en interne chez Total pour savoir pour qui ils travaillent. Voilà, nous ce qu'on dit c'est que cette activité économique elle n'est plus normale dans le monde où on est aujourd'hui, dans le monde où il faudrait laisser les fossiles dans le sol, et on est aussi là pour sensibiliser, ou en tout cas parler, dialoguer avec les salariés pour leur expliquer le sens de notre action. Nous ce qu'on fait c'est juste de dire qu'on ne peut plus continuer sur une économie qui est fondée sur les fossiles et qui nous emmène aujourd'hui droit dans le mur. Et le but de l'action aujourd'hui est non violente afin de rassembler un maximum de l'opinion publique qui peut ainsi s'approprier le mouvement et se rendre compte à quel point finalement ça concerne absolument tout le monde, au-delà même des militants climat. Absolument. La valeur cardinale de la désobéissance civile, c'est effectivement la non-violence. Et là, on voit, ça se passe très bien. Il n'y a pas de violence ni du côté des policiers, ni du côté des activistes. Et on a des activistes qui sont en fait des citoyens pour qui c'est la première action. Et on est là pour dire aussi, rejoignez-nous. Vous avez votre rôle à jouer. Aujourd'hui, la force morale et le devoir moral, il est du côté des citoyens, de la société civile qui se battent pour le climat. Et alors, quelque part, pourquoi ce choix aussi quand on sait, est-ce que certains vont appeler à utiliser un peu plus de violence pour aller au-delà de ce premier périmètre de sécurité, pouvoir s'adresser à des personnes qui ne veulent pas nous parler, mais vous êtes ferme quelque part dans ce choix. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à des personnes qui appellent à aller plus loin puisque la simple médiation non violente ne suffit parfois plus ? Là, vraiment, on est dans un consensus d'action non violente, donc on va aussi loin que possible sans avoir à produire de la violence. Et donc on s'arrête au moment où on ne peut plus avancer et on ne peut plus progresser parce que sinon ça engendrerait de la violence. Donc on s'arrête à ce moment-là. Et on est déjà en train de bloquer le siège de Total. En vérité, les salariés sont obligés d'attendre dehors, ils lisent nos tracts, ils discutent avec nous, etc. Donc le message est en train de passer comme ça. D'accord, merci beaucoup Clément. On va voir justement ce qu'il en est sur les autres sites, si nos autres activistes ont pu rentrer et pénétrer un peu plus loin. Pierre Pollux va nous en dire un petit peu plus sur le détail et l'agenda de ce matin. Oui, mais je ne suis pas seul, je suis en compagnie de Julie et on est ici dans les coulisses de l'action dans le Media Center. Un endroit où il fait un petit peu plus calme que sur le terrain, quoique Julie. Hein. Écoute, on est un peu tendu là. On est quand même très content que toutes les choses se produisent selon les plans et que tout se passe très très bien. Est-ce qu'on est chaud en fait ? Alors Julie, en quelques mots et pour contextualiser, pourquoi cette action de désobéissance civile ? En gros, l'idée c'est de dire que là, après toutes ces marches, après cet été désastreux qu'on a vécu, après l'action aussi de l'affaire du siècle en justice, l'idée maintenant c'est de dire qu'on rentre en résistance en fait, qu'on passe à la désobéissance, qu'on hausse le ton. Et du coup, c'est de montrer qu'en fait on est capable de faire une action massive de désobéissance. Voilà, là on est aujourd'hui plus de 2000, donc on est vraiment très impressionnés par ce qu'on est capable de faire. Donc on est vraiment très très fiers. Et du coup, voilà, transformer en fait les marches en quelque chose qui augmente le rapport de force.
Et alors, comme on est dans les coulisses ici au Media Center, en quelques mots également, le travail de préparation, c'est plusieurs mois, j'imagine, et plusieurs mois aussi de secret intense et bien gardé. Oui, c'était très difficile de garder le secret. En fait, la majorité des gens ici, la quasi-totalité des gens ici n'a appris la nouvelle de l'endroit et des cibles qu'à la dernière minute. Donc on est assez impressionné en fait du nombre de gens qu'on a réussi à mobiliser simplement sur le thème de bloquer la République des pollueurs et d'en fait affronter et en fait faire face au gouvernement par rapport à la différence entre les mots et les actes. Donc vraiment ça fait chaud au cœur et c'est impressionnant. Tu le disais, des milliers de personnes ici qui se mobilisent pour cette action de désobéissance civile, pour réclamer davantage de justice climatique et sociale. Faut-il forcément être des milliers pour mener une action de désobéissance civile efficace, d'après toi ? Ah non, je ne pense pas qu'il faille forcément être des milliers, mais c'est vrai que là, c'est une première et je pense que c'est intéressant d'allier la masse et la radicalité. Tout à fait. Alors, on peut peut-être retrouver, en parlant de radicalité, retrouver nos correspondants sur le terrain. On peut retrouver Vincent, peut-être ? Vincent, en direct du ministère de la Transition écologique et solidaire. Non, reste à l'intérieur. On me souffle dans l'oreillette que Vincent est prêt. Comme vous pouvez le voir, nous avons réussi à rentrer à l'intérieur du ministère de l'Environnement pour y déployer un certain nombre de banderoles, y compris des autocollants. Et nous avons actuellement à l'extérieur un certain nombre de personnes qui travaillent au ministère qui n'ont malheureusement pas pu rentrer. Alors ça crée un certain nombre de questions auxquelles nous tentons de répondre, auxquelles les activistes répondent aussi. Mais c'est intéressant d'entendre une des phrases que j'ai entendues, c'est « Ah, encore à cause de Macron, je ne peux pas aller travailler ». Il y a effectivement un responsable, Macron, président des pollueurs. Ce problème qu'on pose aujourd'hui dans cette action de désobéissance, c'est celui d'une présidence qui est accro aux grands patrons, qui est arrivé au pouvoir grâce à eux. Alors je vais essayer de trouver un porte-parole de Greenpeace pour répondre à certaines questions, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que nous sommes devant ce ministère. Peux-tu te présenter ? Bonjour, je suis Clara Jamar, porte-parole de Greenpeace. Alors est-ce que tu peux nous dire ce qu'on est en train de faire ici, quel est le problème spécifique qu'on arrive à pointer du doigt dans la présidence Macron et dans l'activité de ce ministère ? Alors on est ici en train de bloquer ce qu'on appelle la République des pollueurs, cette alliance toxique entre le gouvernement d'Emmanuel Macron et les multinationales les plus polluantes. Ça, je pense que notre audience l'a entendu sur différents canaux. Est-ce que tu peux nous dire spécifiquement ce qu'on reproche à ce ministère ? Alors on est ici au ministère de la Transition écologique et solidaire pour dénoncer un certain nombre de choses qui sont totalement inacceptables. Notamment, ce ministère donne des autorisations pour lancer des grands projets qu'on appelle des projets climaticides qui vont à l'encontre de la lutte contre le changement climatique et de la transition écologique. Je donnerai par exemple l'exemple de l'ouverture de la bioraffinerie de Total à La Mède. C'est quoi une bioraffinerie ? Une bioraffinerie, c'est un endroit où on va traiter de l'huile de palme issue de la déforestation massive, notamment en Asie du Sud-Est, en Indonésie, en Malaisie, pour produire des agrocarburants pour faire rouler nos voitures. T'es en train de dire que l'huile de palme, c'est pas que dans le Nutella ? L'huile de palme, c'est pas que dans le Nutella. 75% de l'huile de palme en France est utilisée pour faire rouler des voitures. Il y a très peu de gens qui le savent. Et l'impact écologique d'un biocarburant à base d'huile de palme est 3 fois supérieur à celui d'un carburant fossile. Et ça, ce ministère l'autorise, l'encourage ? C'est ce ministère qui a donné l'autorisation de l'ouverture de cette bioraffinerie de Total à La Mède. Il y a eu une première cargaison d'huile de palme qui est arrivée il y a quelques semaines. Et ils ont des autorisations pour importer 550 000 tonnes d'huile de palme, ce qui ferait bondir les importations françaises d'huile de palme de plus de 64%. Je crois que c'est 4 milliards de pots de Nutella, c'est ça ? Ça doit être à peu près ça, oui. Bon, comme vous le voyez, il y a comme un problème, il y a comme des incohérences. Excusez-moi, monsieur ? Vous travaillez au ministère ? Viens voir. C'est toi qui bloques ici ? C'est un ensemble d'activistes qui font une action de désobéissance. J'ai du travail à faire pour sauver la planète. Alors tu me laisses rentrer. Est-ce que je peux vous poser une question, monsieur ?
Ce monsieur va sauver la planète. Monsieur. On va te donner ça sans filmer. Tu regarderas chez toi. Regarde. C'est un crime contre l'humanité. Et 1, et 2, et 3 degrés. C'est un crime contre l'humanité. Et 1, et 2, et 3 degrés. Alors comme vous pouvez le voir, il y a actuellement des CRS qui sont en train d'arriver sur les lieux, qui sont équipés en Robocop. On espère qu'ils ont bien compris que c'est une action de désobéissance civile non violente. Ça fait partie des risques auxquels ces militants sont préparés. Ils sont apparemment en train de faire un repérage actuellement. Pas, en fait, ce que nous faisons là. Ma première question, du coup, Jean-François, ça serait pourquoi, contrairement à ce qu'on peut penser, le nucléaire n'est pas écologique ? En fait, le nucléaire est une énergie décarbonée. C'est souvent l'argument avancé par EDF pour dire que c'est une énergie propre. Donc, c'est une énergie qui émet moins de CO2 que les énergies fossiles, ça c'est sûr. Donc, il y a un impact climatique direct moins important. Mais ça n'en fait pas une énergie propre, ça n'en fait pas une énergie respectueuse de l'environnement pour autant. Dans le nucléaire, il y a le problème de l'extraction. Il faut aller chercher l'uranium au bout du monde. Donc, avec toutes les conséquences que ça peut avoir en termes de pollution sur place, de pollution des eaux, de transport pour ramener ce minerai. Et ensuite, le nucléaire, ce sont surtout des déchets dont on ne sait pas quoi faire, dont on ne sait pas comment les traiter aujourd'hui. Et quand on parle de la durée de temps sur le nucléaire, c'est une durée qui se compte en centaines de milliers d'années, parfois en millions d'années. Donc c'est une durée qui dépasse de loin la durée des civilisations humaines. On parle de ça aujourd'hui quand on parle du nucléaire. Donc ces déchets qui s'accumulent aujourd'hui, il y a 1,6 million de mètres cubes de déchets entassés aujourd'hui en France un peu partout. Les déchets sont partout, sont en train de s'accumuler. Tous les centres qui stockent ou qui entreposent des déchets aujourd'hui sont en train de déborder et vont déborder dans les années à venir. Donc il y a un vrai problème aujourd'hui écologique, environnemental lié à ce stockage des déchets radioactifs. Alors comment le gouvernement a décidé, et les entreprises ont décidé de gérer ce problème des déchets aujourd'hui, des déchets radioactifs ? En fait, on est en plein dedans parce qu'il y a 2 jours, s'est ouvert un débat sur ce qu'on appelle le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs. Donc, c'est un plan qui est qui est piloté par l'État, par le ministère de la Transition écologique et solidaire, qu'on bloque aussi aujourd'hui, et puis par l'ASN, l'Autorité de sûreté du nucléaire, qui doivent lancer un débat qui va durer jusqu'en septembre, un débat public. Donc, tout le monde pourra participer à ce débat-là pour tenter de trouver des solutions qui sont mieux pour nous, en tout cas, mieux respectueuses de l'environnement sur la question du stockage des déchets nucléaires. Aujourd'hui, pour l'instant, l'État, ce qui se passe, c'est que les combustibles usés, donc dès que des combustibles ont été irradiés dans les centrales nucléaires, c'est entreposé dans des piscines qui sont à proximité des réacteurs nucléaires. Donc ces piscines, elles sont partout aujourd'hui en France parce qu'il y a des centrales nucléaires à peu près partout aujourd'hui en France. C'est un vrai danger parce que ces piscines de stockage de combustibles usés, elles ne sont pas sécurisées, elles ne résisteraient pas à une agression externe. C'est ce qu'on a démontré avec Greenpeace depuis plusieurs années maintenant. Et puis il y a cette question des déchets les plus radioactifs, ceux qu'on souhaite, en tout cas que l'État souhaite enfouir de manière profonde à CIGEO, donc ce centre d'enfouissement des déchets radioactifs à côté de Bure, dans le nord-est de la France, et un projet dont on ne veut pas non plus parce que c'est extrêmement dangereux et encore une fois parce que cette échelle de temps est tellement longue qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Il y a des risques extrêmement importants liés à l'enfouissement de ces déchets. On ne sait pas si on pourra, en cas de problème, aller les chercher. Donc on est complètement opposé à cette solution-là. Quelles sont les alternatives ? Alors malheureusement, l'alternative serait, la première, c'est d'arrêter de produire des déchets. Ça veut dire dès aujourd'hui engager une sortie du nucléaire. C'est ce qu'on demande, nous, à l'État français, de s'engager pour une réduction et une sortie du nucléaire. Et ça permettra déjà de diminuer la quantité de déchets à venir. Pour ceux qui sont là, ils sont là. Nous, ce qu'on privilégie, c'est la moins pire des solutions pour nous, mais c'est ce qu'on appelle l'entreposage à sec en subsurface. C'est-à-dire de ne pas aller les enfouir à un endroit où on ne pourra pas aller les chercher. C'est-à-dire les enfouir peu profondément sous la terre. Et si, comme ça, au cas où il y a un problème, au cas où dans des centaines d'années nos sociétés ont changé, nos sociétés ont évolué, et aussi si la recherche a permis d'avancer sur cette question-là, eh bien on pourra aller les chercher, trouver une solution de stockage définitif meilleure que celle qu'on connaît aujourd'hui. Et on parlait des menaces liées aux centrales nucléaires. Est-ce qu'on parle de cybersécurité, de menaces climatiques, de quel type de menaces, à quel type de menaces on peut faire face ?
il y a beaucoup de menaces aujourd'hui liées aux centrales nucléaires. La première menace, c'est la question de la sûreté des installations. Les installations sont vieillissantes. Les centrales nucléaires, elles ont été construites pour la plupart il y a plus de 30 ans et bientôt plus de 40 ans. Aujourd'hui, les centrales vont s'apprêter à dépasser cette durée de 40 ans. Les centrales, elles ont été construites à une époque où on n'imaginait pas qu'elles allaient durer aussi longtemps. On n'imaginait pas qu'un certain nombre de menaces allaient être là. Il y a 40 ans, on parlait très peu du changement climatique et des conséquences liées au changement climatique. On parlait très peu de la possibilité de la montée des eaux. On parlait très peu de l'intensification des sécheresses. Tout un tas d'éléments naturels aujourd'hui qui menacent des centrales nucléaires. Il y a quelques années, une tempête a failli précipiter un accident dans la centrale nucléaire de Blaye dans le sud-ouest. Il y a quelques semaines à peine, il y a eu un tremblement de terre dans la région bordelaise. Alors c'est pas lié au changement climatique, mais c'est un événement naturel qui aurait pu aussi avoir des conséquences sur une centrale nucléaire. Donc il y a tout un tas d'éléments comme ça qu'on ne maîtrise pas. Et puis la question de sécurité, de résistance des installations à des agressions extérieures. Il y a 40 ans, on ne parlait pas de cybersécurité, on ne parlait pas de cyberattaque. Il y a 40 ans, personne n'imaginait que des drones pourraient un jour voler au-dessus des centrales nucléaires. Il y a 40 ans, on n'avait pas connu les attentats de septembre 2001 avec des avions qui s'écrasent sur des tours à New York. Donc autant de menaces nouvelles qui n'existaient pas au moment de la construction des centrales. Et aujourd'hui, les centrales ne sont pas faites pour résister à ces attaques-là. Ok, et dernière question, est-ce qu'on sait faire autrement? Est-ce qu'on saurait décarboner l'énergie et dénucléariser la France? Oui, absolument, on sait le faire et même l'État français le reconnaît parce que l'État français, à travers l'ADEME, qui est l'agence de maîtrise de l'énergie, donc une agence tout à fait officielle, a développé un scénario visant à atteindre 100% d'énergie renouvelable en 2050. Donc si on entame dès aujourd'hui une politique de sobriété énergétique, c'est-à-dire réduire notre consommation d'énergie, si on ne réduit pas notre consommation d'énergie, on n'y arrivera pas, que ce soit du nucléaire, des renouvelables ou autres, on n'y arrivera pas. Donc la première chose à faire, c'est avoir une vraie politique de réduction de notre consommation d'énergie. Vous imaginez ici à la Défense la consommation d'énergie, le gaspillage énergétique qu'il peut y avoir dans un lieu comme celui-là. Donc il y a déjà ça à avoir de manière très forte pour tout un chacun chez soi, mais aussi pour le secteur tertiaire et les industries. Et ensuite, oui, on peut remplacer les sources de production nucléaires par des sources de production renouvelables. Et là aussi, ce n'est pas seulement Greenpeace ou des associations environnementales qui le disent. Il y a tout un tas d'instituts de recherche, et à commencer par l'ADEME, cette agence officielle, qui a développé ce scénario en disant que 100% de renouvelables en 2050, non seulement c'est possible technologiquement, mais c'est certainement souhaitable d'un point de vue économique, parce que le nucléaire va coûter de plus en plus cher, alors que les renouvelables, les énergies renouvelables, notamment l'éolien et le solaire, sont en train d'être de moins en moins chers et de plus en plus accessibles. Donc oui, il y a des solutions, et c'est ça qu'on essaie de faire passer comme message à l'État français, qui ne veut pas l'entendre parce qu'il y a une histoire toute particulière de la France avec l'énergie nucléaire, parce qu'aujourd'hui il y a une collusion, et c'est aussi ce qu'on dénonce à travers cette action, une collusion entre l'État français et les dirigeants de ces entreprises. L'État français possède à 83% cette entreprise qui est là, EDF, est en train de parler de la renationaliser encore plus. Donc il y a bien sûr des liens intrinsèques entre l'État français et l'industrie du nucléaire, et c'est ça qui nous empêche d'avoir une véritable transition énergétique qui pourrait aussi servir de modèle européen, qui pourrait aussi servir de modèle à l'échelle internationale, et tout ça contribuerait à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à accentuer nos efforts pour lutter contre le dérèglement climatique. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. J'en avais. Tu l'as eu? Ils l'ont eu là. Ok, ça va. Bon, je vais intervenir, mais sans intervenant. Alors. Okay. Comme vous voulez. C'est faire un plan général. C'est 3, 2, 1. Là où... Nous sommes toujours en direct, juste derrière l'Arche de la Défense, donc au pied du siège social, si l'on peut dire, de la Société Générale, avec cette action de désobéissance civile qui a pris énormément d'ampleur. Vous pouvez constater, je suppose, sur d'autres images que l'esplanade est maintenant noire de monde. Il y a énormément de gens rassemblés. Alors évidemment, les activistes qui bloquent le bâtiment pour la journée, mais aussi énormément de salariés de la banque et des entreprises aux alentours, soit des curieux, soit des personnes qui ne peuvent pas simplement rentrer dans le bâtiment puisqu'il est bloqué pour l'instant.
Alors l'action évidemment était dès le départ annoncée comme non violente. Malheureusement, on peut déjà déplorer un petit bris de verre qui n'a pas manqué de faire réagir avec une certaine véhémence la plupart des personnes qui n'ont pas pu rentrer sur leur lieu de travail. On peut certainement comprendre les réactions émotionnelles qui se passent quand on constate ce genre de petits dommages matériels sur son lieu de travail. C'est assez intéressant de voir les réactions des personnes quand on a par exemple le discours de John Paley qui parle de la fin du monde finalement, hein, qui parle de la fonte des glaces, qui parle de la disparition de la biodiversité, qui met ça en lien évidemment avec les investissements terriblement sales de la Société Générale. On parle pour les plus grandes banques françaises l'année dernière de plus de 120 milliards d'euros d'investis dans le charbon, les gaz de schiste, les sables bitumineux, le forage en eau profonde. Donc on est vraiment face finalement à ceux qui se rendent coupables de la déliquescence du monde, et on a des réactions d'indignation des salariés quand il y a une vitre cassée, ce qui est évidemment un contraste assez cruel, mais très très intéressant à analyser quand on connaît un petit peu, on va dire, l'arrière-cuisine de cette banque Société Générale. Donc là, on a une banderole qui a été déployée, République des pollueurs, avec les affiches à l'effigie du président Macron. Certaines affiches ont été arrachées par des salariés indignés, donc comme quoi il y a, on va dire, une certaine sensibilité de la plupart des salariés face à ce type d'action. Et face à ce que leur entreprise représente, il y a on va dire, une force de corporatisme assez impressionnante qui se déploie ici. C'est assez intéressant. Donc là, on a le chanteur Calune, juste derrière la banderole, qui semble déclamer un texte et qui nous fera le plaisir d'un concert, probablement en fin de blocage, si les choses ne dégénèrent pas trop. Là, j'ai vu quelques CRS arriver sur les lieux, mais ça reste relativement calme à ce niveau-là. Malheureusement, j'aurais voulu interviewer plusieurs employés de la Société Générale. Une personne avait accepté parce que j'avais entendu crier « Casseurs, c'est vous les pollueurs » avec vos affiches et votre colle. J'aurais bien aimé faire intervenir cette personne qui est d'abord acceptée et puis qui a refusé en disant que son entreprise refusait qu'elle puisse intervenir. Donc voilà ce que je peux plus ou moins vous dire là en ce moment en direct de la Défense, au cœur de cette action de désobéissance civile, comme je le disais, historique dans l'histoire de France quand on parle de justice climatique, de réclamer la justice climatique. Je vous propose de regarder encore quelques images de ce qui se passe ici. Je ne sais pas où se trouve notre autre cadreur qui doit être, à mon avis, dans le tas, en train de prendre des images contextuelles de l'action. Et dès que j'ai une personne, on va dire, en lien avec la SOGé pour intervenir, eh bien je me ferai un plaisir de la faire intervenir si elle accepte. On va tout de suite retrouver notre amie Hélène de Vestel avec les Amis de la Terre, qui ne sont pas présents ici, visiblement, les Amis de la Terre au siège de la SOGé. Quand je parle d'Amis de la Terre, je parle bien sûr des employés de cette entreprise qui se sont manifestés. Alors, eh bien, bon retour sur l'intérieur de ce site Total qu'on continue d'occuper, de bloquer l'entrée. On a vu des CRS cagoulés passer, mais pour le moment, on est encore là. On a pu discuter avec pas mal d'employés, et là, on se retrouve avec Cécile Marchand, je suis chargée de campagne climat aux Amis de la Terre. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour tous ceux qui nous regardent là en direct sur le JTER, puisque nous vous rappelons que nous sommes dans cette grande action de désobéissance civile, peut-être la plus grande organisée en France contre la République des pollueurs, et on essaie de dénoncer les actions notamment ici de Total. Ouais, on a choisi Total. Donc Total, c'est une des cibles aujourd'hui dans cette action de blocage de la République des pollueurs, parce que c'est une des entreprises qui aujourd'hui, elle fait partie des 20 entreprises qui émettent le plus de CO2 au monde. L'année dernière, c'était quand même 42 millions d'euros d'investissement dans les énergies fossiles par jour. Par jour, vous vous rendez compte? Et en fait, globalement, ça représente aussi très bien cette idée de République des pollueurs, d'alliance toxique, parce que le gouvernement mange dans la main de Total et est totalement incapable de résister aux pressions de cette multinationale polluante. Et alors, ce qui est intéressant de constater, on le voyait avec les employés, c'est que c'est pas uniquement ciblé Total, oh, le méchant par rapport au gentil, et c'est presque trop simple, c'est une cible presque trop simple de dénonciation. Néanmoins, vous avez fait, notamment avec les Amis de la Terre, déjà de nombreuses actions de discussion avec Total avant d'en arriver là. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ?
Oui, effectivement, on a notamment une campagne contre la reconversion de la raffinerie de la Med en bioraffinerie à l'huile de palme, donc qui est un projet de reconversion à nos yeux à la fois totalement écologiquement insoutenable, mais aussi socialement insoutenable. Et c'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs beaucoup avec les salariés de cette raffinerie. Mais en fait, l'huile de palme, comme vous savez, c'est un énorme problème pour le climat, un gros enjeu de déforestation. Quelques mois après l'arrivée de Nicolas Hulot au pouvoir, il a dit on va mettre fin à l'incorporation d'huile de palme dans les biocarburants. Quelques mois plus tard, on se retrouve avec un gouvernement qui donne l'autorisation à Total de reconvertir sa raffinerie en bioraffinerie, faisant bondir les importations d'huile de palme en France. Et donc pour symboliser cette alliance toxique... Est-ce que tu peux nous commenter ce qui est en train de se passer, une des actions symboliques du jour? Donc là, c'est un tableau, un portrait d'Emmanuel Macron qui a été réquisitionné par des militants d'Action non-violente COP21 dans des mairies pour dénoncer son inaction. Et on vient brandir ce portrait aujourd'hui dans le siège de Total pour montrer que la politique climatique en France, c'est ici qu'elle se fait en fait, et pas dans le palais de l'Élysée. Ce qui est symbolique aussi, c'est de voir que dans le gouvernement d'Emmanuel Macron, comme à la tête de Total, des personnes sont tout à fait au courant de l'effondrement à venir et de la nécessité de changer totalement de modèle, avec ces effondrements systémiques qui vont avoir lieu dans la société, avec le pic pétrolier déjà atteint, avec des problèmes monétaires au devant desquels, dans tous les cas, la société se trouve déjà. Néanmoins, aucune action n'est prise. Donc tout le monde se retrouve dans le même panier, et en discutant avec les employés de Total ici aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on partage exactement les mêmes doutes, les mêmes peurs sur lesquelles on discute tous ensemble et tout ensemble au JTR pour les vivants et les vivantes qui veulent le rester. Moi, il n'y a personne qui accepte. Alors, comme vous le savez peut-être, cette action-là s'inscrit aussi dans une semaine de mobilisation menée par le mouvement Extinction Rebellion à travers le monde et beaucoup en Europe. On sait par exemple que à Londres, ils ont bloqué toute la semaine. Là, ils sont encore en train de la bloquer. 5 points névralgiques de la ville pour demander 3 choses assez simples. Finalement, qu'on dise toute la vérité, rien que la vérité sur l'enjeu climatique, et qu'on n'enjolive pas ça de pensée magique de tout va aller. Qui sont aussi dans des demandes d'action radicale, d'une vraie bifurcation, et d'une assemblée citoyenne qui aurait le pouvoir, plutôt que effectivement ces entreprises, de décider ce qu'il faut faire ou non. On est dans une situation très compliquée actuellement. Comme on peut le voir, on a différents portraits qui sont affichés des PDG de EDF, BNP Paribas, Vinci, Total, Société Générale, autant de fleurons français qui ont une porte ouverte au sein de ce ministère. Et malheureusement, ce ministère n'est pas du tout dans le déni par rapport à la situation, enfin si dans sa communication, mais pas dans son savoir. On sait que Édouard Philippe est au courant des risques d'un effondrement, on sait aussi que François de Rugy, le ministre de ce ministère, a reconnu que ces risques étaient réels, et y compris en France. Mais malheureusement, pour des raisons politiques et aussi des raisons d'alliance avec ces pollueurs, ce n'est pas leur discours. Le discours qu'ils ont choisi de nous vendre, c'est celui de croire en un monde meilleur. Alors j'avoue que la situation est suffisamment morose pour qu'on essaye de nous enfumer avec des messages pareils, et je crois que c'est ça qu'on est venu marquer aujourd'hui. Et il faut remarquer aussi que de plus en plus de personnes arrivent du coup pour prendre position au sein de leur ministère et nous disent gentiment qu'ils font déjà tout le maximum, qu'ils font tout ce qu'il y a à faire et qu'on ne devrait pas s'inquiéter. C'est exactement comme ça qu'on va aller dans le mur, en s'endormant gentiment sur nos acquis et en croyant que de grandes personnes responsables prennent les actions qu'il faut. Or, ils ne le feront pas, ils ne le font pas, pour des raisons assez évidentes. C'est qu'on ne peut pas satisfaire à la fois les intérêts de Total et de Vinci et la priorité d'une transition radicale, efficace, écologique et solidaire. Je lance maintenant mon très cher ami Pierre Paulus pour faire une sorte de récap ou tout ce qu'il a envie de faire. Hein ? Allez.
Oui, de retour dans les coulisses de cette action de désobéissance civile, l'une des plus grandes organisées pour le climat. On est ici toujours au Media Center, au centre média, où une série de média-activistes s'active pour relayer toute la communication, pour relayer tous vos soutiens aussi. Alors justement, comment soutenir cette action? Peut-être qu'Eliott, dit Eliott le Magnifique, peut nous éclairer comment soutenir cette action. Oui, effectivement, on a fait une petite page sur le site ilestentemps.fr/République des pollueurs ou bien ieet.fr/pollueurs au pluriel, c'est plus simple. Et vous avez 3 moyens de participer depuis chez vous. Donc vous pouvez augmenter la pression en envoyant un mail directement à 14 cibles prioritaires qu'on a identifiées. Et donc ça va être des personnes au niveau de l'État qui sont identifiées comme ou il y a des organisations qui bloquent aujourd'hui la transition. Et donc qui sont les personnes qu'il faut convaincre, qu'il faut qu'on aille, sur lesquelles il faut qu'on mette la pression pour qu'effectivement on puisse avancer dans la problématique qu'on dénonce aujourd'hui. Donc en envoyant un mail, on augmente la pression. Vous cliquez sur ce bouton, ça leur envoie un mail automatiquement. Vous pouvez personnaliser, vous pouvez mettre un petit sujet un peu plus personnel, vous pouvez le signer, c'est important, ça permet de montrer que il y a plein de gens derrière qui se mobilisent. Vous pouvez aussi envoyer un tweet directement qui va taguer notamment Macron et Matignon. Et puis vous pouvez aussi rejoindre le lien du direct, du live du JTR, mais ça, si vous êtes là, c'est que vous avez déjà accès, quoi. On peut peut-être voir ce que ça fait quand on envoie un mail avec Julie. Yes. Oui. Alors moi j'ai déjà envoyé mon premier mail, mais je vais le faire spécialement pour vous quand même parce que c'est important. Donc voilà, je clique sur le bouton et là c'est incroyable, j'ai tous les amis à qui j'ai envie de vraiment rappeler qu'il y a des choses vraiment importantes et qui devraient être en train de se concentrer exactement sur ça et pas sur autre chose. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais signer, que je vais dire que c'est maintenant qu'il faut agir. Voilà, donc 2030 personnes ont décidé d'entrer en désobéissance civile pour bloquer les sièges de Total, la Société Générale, EDF et le ministère de la Transition écologique et solidaire. Plus de blabla, passez aux actes. J'envoie. J'espère que j'aurai une réponse. On vous voit vous connecter en temps réel. Donc là, vous êtes 160, ça monte là, par bloc de 30-40 toutes les 5 secondes. Envoyez des mails. Envoyez des mails. Et puis pour le hashtag aussi, pour les réseaux sociaux, hashtag République des pollueurs. Alors il y en a 2. Il y a effectivement République des pollueurs, mais aussi la défense bloquée et eux, avec 2 accents. Merci beaucoup. Retour sur le terrain. Retour sur le terrain avec nos correspondants. Toujours en direct de cette action de désobéissance civile pour le climat. Bloquons la République des pollueurs. Où cette fois-ci j'ai troqué le président de Greenpeace contre un employé. Il est ingénieur, c'est Fabrice. Il est ingénieur pour les centrales électriques, tu m'as dit en big data. On avait un peu envie peut-être de nuancer le discours qui avait été fait par Greenpeace parce que en termes de nucléaire, le nucléaire est un sujet très clivant, même au sein des associations écologiques. Ma première question, ça aurait été, quel est ton avis peut-être à propos du nucléaire d'abord, et ensuite on parlera peut-être de cette action de désobéissance civile. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'énergie qui soit parfaite. Je pense que le nucléaire, ça a le don d'être décarboné. Alors certes, il faut maintenir la sûreté et certes, il faut éviter que les déchets radioactifs soient mal recyclés ou mal gardés, préservés. Mais je pense que pour l'instant, c'est un peu la seule solution à grande échelle qui puisse permettre de maintenir les émissions de CO2 assez basses. Alors on parlait de 2 autres axes en termes d'énergie plus verte. On parlait d'efficacité et de sobriété. Toi, tu m'as dit que tu travaillais sur l'efficacité notamment. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ? C'est-à-dire que EDF a depuis quelques temps acquis Dalca qui propose de l'efficacité énergétique pour les industriels. Et donc depuis des dizaines d'années, en fait, on fait beaucoup de travaux avec les industriels pour qu'ils consomment moins d'énergie
qui rejettent aussi moins de déchets, etc. dans l'environnement. Donc on accompagne pas mal les industriels pour qu'ils consomment moins, qu'ils soient plus sobres. Alors ça va un peu à l'encontre d'EDF parce que du coup ils vont consommer moins d'électricité, donc moins nous rémunérer. Mais voilà, c'est vraiment le service qu'on veut donner aux industriels, et comme nous on fait ça sur nos propres sites industriels, et bah, on fait partager ça, quoi. Et sur l'immense quand même problème des déchets nucléaires, là on parlait je crois de 1,6 million de mètres cubes de déchets nucléaires. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Est-ce que tu as des infos? Alors en fait, il y a tous les 1,6 million de mètres cubes, c'est pas des déchets très radioactifs. En fait, on a des législations en France qui sont très très strictes. Il faut savoir qu'en Allemagne, par exemple, il y a certains déchets qui ont été radioactifs et qui après ils retraitent pour pouvoir les utiliser dans n'importe quelle zone d'industrie, comme si c'est des déchets tout à fait normaux. Alors que en France, on est vraiment très strict. Il y a un déchet un matériau qui a vu de la radioactivité, il peut jamais être remis en circulation. Donc forcément, c'est des coûts assez élevés. Mais je sais que cette grosse masse et ce gros volume, pour l'instant, ils sont entreposés et bien gardés. Il faut attendre. Et par contre, les déchets très radioactifs, là, on va chercher à les enterrer assez profond pour qu'ils soient vraiment à l'abri et qu'il n'y ait pas de souci avec. Ouais, nous on pense que c'est un peu plus pour qu'ils soient laissés pour compte et qu'on les donne aux générations futures en mode démerdez-vous. Mais bon, et est-ce que, alors on est aussi là pour dénoncer la collusion entre ces entreprises extrêmement polluantes malgré tout et le gouvernement de Macron. Est-ce que vous êtes au courant des financements du nucléaire qui proviennent directement du gouvernement? C'est vrai que EDF est en grande partie détenu par l'État. Après, je pense que ça arrange tout le monde dans le sens où si du jour au lendemain c'était une société complètement privée qui approvisionnait toute la France en électricité, et il y aurait des gros risques d'indépendance énergétique. Et donc ça, c'est le choix qui a été fait par la France il y a quelques dizaines d'années de se mettre dans le nucléaire pour avoir une certaine indépendance énergétique. On voit que par exemple aux États-Unis, ils sont obligés d'aller chercher du gaz de schiste pour subvenir à leurs besoins. Alors écologiquement, est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. Mais après, voilà, c'est vrai que c'est beaucoup l'État qui dicte ce que EDF va faire, mais du coup c'est aussi les Français, parce que voilà, c'est la France qui élit l'État et donc voilà, c'est un peu. Au final, c'est nous qui choisissons notre politique. Énergétique. L'année dernière, il y a eu pas mal de débats autour de la PPE. Les Français étaient invités à donner leurs avis. Bon, j'ose espérer que leur avis a été... Rien n'est moins sûr. Voilà, mais moi je sais pas ce qui s'est passé dans tout ça. Mais en tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est que c'est vrai qu'il y a en grande partie l'État qui pilote ça. Mais je pense que... Je pense pas que les dirigeants à la tête de ça soient complètement débiles et qu'il faut avoir un certain équilibre aussi entre tout arrêter comme en Allemagne où là en fait ils ont une énergie très très carbonée à cause de toutes les centrales à charbon. Nous, le gouvernement a choisi de faire ça de manière un peu plus étalée, mais les plus gros investissements chez EDF, là c'est dans les renouvelables. Donc ça, faut pas l'oublier, il y a des gros efforts qui sont faits là-dessus. Donc voilà, après on fait petit à petit, mais c'est vrai qu'on aimerait que ça aille plus vite, moi le premier. Merci beaucoup. Alors, avant de nous quitter, moi je tenais quand même... Donc là, on voit bien que vraiment le sujet du nucléaire, il est ni tout blanc ni tout noir. Après, en termes d'investissement, en faisant mes petites recherches, j'ai quand même vu que les investissements sur les parcs nucléaires étaient quand même bien supérieurs aux investissements qui sont faits sur la transition énergétique, sur les énergies renouvelables de la part de EDF en tout cas. Mais il est vrai que le nucléaire est très clivant. Donc malgré tout, c'était intéressant pour nous d'avoir un discours qui ne soit pas pro ou anti-nucléaire. J'espère avoir apporté quelques lumières sur ce sujet. Alors comme vous pouvez le voir, on a actuellement les forces de l'ordre qui essayent de rentrer dans le bâtiment. C'est un peu le meilleur moyen de savoir que nous avons effectivement réussi à le bloquer. C'est que même pour eux, ils n'ont pas d'entrée, d'accès à ce bâtiment. Alors évidemment, ça pose des questions parce que là, on peut tenir un certain nombre d'heures, mais on ne peut pas être là tous les jours et tout le temps. Et c'est aussi une prise de risque et c'est aussi très fatigant. On se levait très tôt.
Alors la question est encore pleine de savoir comment est-ce qu'on arrive à construire un rapport de force suffisant, qui est pour l'instant clairement en notre défaveur. Nous n'avons pas tout cet équipement évidemment. On est avec nos moyens. Est-ce que Florent Compin, tu es le président des Amis de la Terre? Oui. J'ai juste. Est-ce que tu pourrais me dire quelque chose par rapport à cette difficulté qu'on va rencontrer à l'avenir, que les forces de l'ordre et nos adversaires ont toujours plus de moyens que nous? Ils ont plus de moyens que nous, mais nous, on a la force du nombre. Et on a la force de la détermination. Parce que là, nous, on est là, en fait, pour défendre l'intérêt général, pour défendre le maintien de conditions de vie civilisées sur Terre. Ce qui fait que, clairement, en termes de limites, ça décale tout à fait le truc. Et que demain, on sera encore plus nombreux, et toujours plus nombreux. Et c'est ça qui va changer la donne. Donc l'idée, c'est que si on est suffisamment nombreux, le rapport de force va être en notre faveur et on n'aura plus à se soucier des policiers? Les policiers, pour moi, ne sont pas finalement nos ennemis, hein, c'est pas du tout nos adversaires. Bien au contraire, nous attendons de faire évoluer la réglementation, de faire évoluer les lois, pour que demain, les policiers soient là pour les faire appliquer. Et donc, typiquement, au lieu d'être ici en train de s'occuper des citoyennes et des citoyens qui se mobilisent pour le climat, qu'ils aillent se mobiliser face aux plus grands pollueurs, à tous ces dirigeants de ces grandes multinationales pollueuses qui, elles, organisent la destruction du climat pour leur simple profit personnel immédiat et à court terme. Mais est-ce que tu penses pas que le moment où on les dérangera suffisamment, le moment où en fait on les empêchera de fonctionner, de mener à bout leur perspective qui est de continuer à croître indéfiniment sur cette planète jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, ils ne nous tombent pas dessus d'une manière assez définitive contre lequel on aura finalement assez peu de moyens? Mais ils ne peuvent pas, parce que ils ont besoin de nous, ils ont besoin de citoyens et de citoyennes qui votent pour les élire. Ils ont besoin de citoyennes et de citoyens qui achètent leurs produits et qui fonctionnent avec. À partir du moment où ce changement d'échelle qui est en train de s'opérer, et en termes de mobilisation, et en termes de construction des alternatives, permettra à une population de plus en plus large de pouvoir s'extraire de ce système, eh bien, tout simplement, les choses vont changer. Eh ben, j'espère que c'est vrai. On va continuer en tout cas à retransmettre cette action en direct, en multicanal. Je passe l'antenne à qui veut bien la prendre. Merci Florent. Alors eh bien, de nouveau, vous êtes en direct sur le JTR à l'intérieur de la tour Total de la Défense, où nous sommes avec toujours des employés, des gardiens et des CRS qui nous ont rejoints. Et ici, le but, pour en avoir parlé avec pas mal d'employés qui évidemment refusent de témoigner à visage découvert à cause des répressions qu'ils pourraient avoir de leurs employeurs, eh bien, nous ont raconté leurs doutes aussi, et parfois leurs certitudes sur ce que Total est capable de faire de positif aussi. C'est toujours important dans une lutte, même si le JTR n'est pas totalement neutre, vous l'avez bien compris, mais de savoir prendre de la distance et de voir eh bien, le point positif et le point négatif. Il y en a toujours des deux côtés. Et là, les employés nous disaient, mais vous savez, nous, en tant qu'ingénieurs, en tant que grands cerveaux, on travaille vraiment beaucoup sur ces théories de l'effondrement. On a un super calculateur à Pau. On a travaillé pour ne plus faire d'exploitation d'hydrocarbures en France. C'est vrai, néanmoins, Total continue d'importer et continue les explorations, les forages offshore, notamment au Nigeria, comme ça a été fait en 2019. Mais bien souvent, ces employés de l'intérieur n'ont pas forcément conscience de ce double discours qui peut avoir lieu de la part de leurs dirigeants. Donc c'est important non seulement de leur rappeler, mais de ne pas se positionner en tant que conflit, en tant qu'ennemi. Parfois, il y a des adversaires, mais des adversaires qui peuvent être internes. On a tous nos incohérences. Et puis, tout le monde ne travaille pas non plus dans le secteur du militantisme. Et c'est important aussi de respecter ça. D'où cette action non violente aujourd'hui. Alors, c'est pas ça qui va faire plier Total, évidemment. Mais a-t-on seulement
envie de faire plier Total. Beaucoup d'employés nous ont rappelé que Total était français et avait énormément d'actifs en France, énormément de puissance, de calcul, d'aide qui pourraient servir à la transition écologique. Alors oui, évidemment, mais qu'ils s'en servent pour la transition écologique. Mais au-delà de ça, j'ai envie de dire que beaucoup ont à cœur de pouvoir participer à cette transition et d'avoir plus de connaissances. Malheureusement, ils n'ont pas toujours accès à ces liens, comme Total qui a été jugé pour corruption encore cette année par la Haute Cour à Paris à 750 000 € d'amende dans une affaire de corruption en Irak. Eh bien, ce sont ces choses-là, cogitaires, on essaie de vous transmettre, de vous montrer à quel point aussi ça peut être réjouissant de se réunir, de s'entraider, de faire du militantisme actif, non violent et de voir comment aller plus loin par diverses actions, que ça peut être de la non-violence ou un peu plus violent ou des stratégies plus cachées. En tout cas, je vais passer la parole maintenant à Vincent pour voir comment les choses se passent de son côté. Vincent, c'est à toi. Alors, comme on a pu vous le dire plusieurs fois, les personnes qui sont ici, elles sont déterminées à désobéir pour faire entendre leur voix et l'urgence climatique. Et on assiste à la manœuvre assez classique finalement de nos interlocuteurs non choisis, qui sont les CRS, qui sont là pour faire leur travail. Ce sont évidemment pas eux les cibles, ce sont les grands pollueurs. Mais on voit que là, ils ont réussi à mettre en place la manœuvre qui est d'écarter le cordon de personnes soutien, créer de l'espace de manière à ce qu'ils puissent après ça assez facilement sortir une par une les personnes qui bloquent sans que leur soutien, nous en l'occurrence, puissions intervenir. Alors c'est un petit peu ce qui se dessine pour la suite des événements. Je sais en ayant parlé à différents membres du ministère qui ont malheureusement un droit de réserve et ne peuvent pas parler à la caméra, qu'ils sont plutôt contents de ce qui se passe, qu'ils ont conscience que un certain nombre de documents, de plans qu'ils ont mis en place ne peuvent pas se réaliser parce que Bercy derrière bloque, parce que notre président ne les soutient pas. Donc je pense qu'une grande majorité des gens ici comprennent l'enjeu. En fait, si on bloque ce ministère, c'est pas simplement pour dire que lui bloque la transition écologique, mais aussi pour signifier que c'est un ministère bloqué. C'est un ministère qui a les pieds et les mains liés et qui n'est pas en capacité de mettre en place typiquement le plan Hulot dont on a pu parler à différents moments, y compris sur la chaîne partagée. C'est sympa. Alors voilà, on continue, on essaie de marquer ce blocage à la fois institutionnel et aussi ce blocage idéologique qui fait qu'on privilégie toujours la croissance infinie sur une planète finie. On va arrêter ça. Et les pensées magiques qui nous disent que finalement ça va aller, qu'un monde meilleur est possible. Nous n'y croyons plus et nous ne nous les laisserons pas faire. Je rends l'antenne. Ok. Ok, on est en direct. Nous sommes toujours au siège de la Société Générale, ici, juste derrière l'Arc de la Défense, avec Calune. Bonjour Calune. Salut Félicien. Alors Calune, on t'a vu tout à l'heure lire un texte juste derrière la banderole. Je pense que tu as prévu de faire aussi un concert, peut-être en fin d'action. Est-ce que ce sera techniquement possible ? C'était prévu, mais en fait, il nous faut du courant pour ça. On pensait arriver à rentrer à l'intérieur du bâtiment. Pour l'instant, on n'a pas pu rentrer, donc voilà. Si sous réserve de courant, sinon il n'y aura pas de concert. On refera peut-être un ou deux slams avec le porte-voix, mais on s'adapte. Alors on a essayé pendant de très très longues minutes d'avoir un contradicteur, quelqu'un qui travaille dans l'entreprise ou dans une autre entreprise dont les sièges sont installés ici à la Défense, et c'est vraiment impossible. C'est impossible et même difficile de nouer un contact. Enfin, on peut discuter un petit peu et puis très très vite les personnes ne veulent pas intervenir. Est-ce que tu as pu discuter un petit peu avec des personnes qui réagissent de façon assez négative à cette action ? Oui, on a essuyé quelques insultes. C'est l'idéologie du court terme. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont pris dans leur quotidien et du coup ouais mais moi j'ai du boulot, je vais me faire engueuler par mon boss, j'ai un contrat à finir, c'est le week-end demain, si jamais j'y vais pas aujourd'hui je vais devoir bosser demain. Enfin c'est vraiment du court terme. Ce qui est vrai les concernant. Ce qui est vrai, j'essaie de leur dire mais on essaye de vous extraire de tout ça, on essaie de se battre pour vos enfants, de voir un petit peu plus loin, parce que si on réagit tous comme ça là pendant 10 ans, on va dans le mur et dans 10 ans il n'y a plus de planète, ou dans 20 ans, enfin donc bon, on essaye de leur faire comprendre, mais c'est difficile, il y a des grosses œillères.
Parce qu'on a quand même des réactions assez mitigées. Tout à l'heure, il y a une dame qui semblait assez simplement démunie, un petit peu le bras ballant, qui disait mais qui va aller chercher mes enfants à la crèche ce soir. En même temps, j'avais envie de lui dire justement, vous avez congé aujourd'hui, donc vous pouvez même aller les chercher maintenant. Ils doivent pas aller à la crèche, vos enfants. Et puis, alors, on a aussi des réactions beaucoup plus hostiles, comme un monsieur qui malheureusement, évidemment, comme les autres, ne voulait pas être filmé, mais qui disait que c'était des parasites, qui a même dit, je pense, ce serait intéressant de faire un test d'alcoolémie et de stupéfiants sur toutes les personnes présentes ici. Donc on est vraiment sur les vieux clichés. Oui, voilà, on est sur des clichés, mais on a aussi, et je tiens à le dire, plusieurs salariés qui sont venus me dire à l'oreille, ou tout doucement, hein, ils le crient pas fort, allez-y, ce que vous faites c'est super. Et on voit que de plus en plus dans les actions de désobéissance qu'on fait, on a ce genre de personnes, on a même des fois des CRS qui viennent nous dire ça. Donc c'est à prendre en compte aussi, ça fait partie de l'ensemble et voilà quoi. Et puis le JTR qui diffuse tout ça, merci d'être là. Grâce aux parasites d'ailleurs. Grâce aux parasites. Qui sont en régie. Grâce à toi, grâce à. Vive les parasites. Super important parce que sinon il n'y a pas de médias. Voilà quoi, le combat ne fait que commencer, on va pas les lâcher, de toute façon on reviendra autant de fois qu'il faut qu'on revienne, donc voilà. Alors encore peut-être juste un mot contextuel sur la Société Générale en elle-même, parce que on s'est déjà vu qu'elle a eu une en décembre dernier, comme c'était le cas avec John Palais tout à l'heure, dans une autre action qui visait cette même banque. Pourquoi c'est important? Et d'ailleurs les salariés qui étaient ici disaient oui, c'est la deuxième fois en 2 semaines qu'on a des gens qui viennent nous chier dans les bottes. Alors pourquoi c'est important de cibler tout particulièrement cette banque? Parce que c'est la banque française qui finance le plus les énergies polluantes, l'extractivisme, les gaz de schiste, voilà. Donc c'est une banque écocidaire. On dénonce les entreprises écocidaires, Total qui fait des forages, etc. Puis on dénonce les financeurs de ces grosses entreprises. La Société Générale en fait partie. Elle est en haut de la pyramide de ces financeurs. Donc forcément, on est là et on la dénonce comme un symbole des autres. Mais il y en a beaucoup d'autres aussi, il faut le dire. Alors. On me parle à l'oreillette, je n'entends pas très bien. Je pense qu'il se passe encore des choses du côté du ministère de la Transition écologique et solidaire. Alors on y va tout de suite avec Vincent en direct, c'est parti. Merci Calune. C'est marrant, il y a plein de gens qui attendent devant mais qui ne travaillent pas au ministère. Alors bon, j'essaye désespérément d'avoir quelqu'un qui pourrait répondre à 2-3 questions liées à cette action, hein, qui quand même est une action politique, donc il y a un débat politique à avoir. Monsieur, vous travaillez au ministère? Ah, est-ce que vous voulez répondre à mes questions? Ça dépend, c'est pourquoi? C'est pour savoir si, d'abord, est-ce que cette action vous étonne ou est-ce que vous considérez aussi que ce ministère est bloqué dans son activité? Alors, moi, quand je suis arrivé de loin, j'ai vu les affiches et puis j'ai aperçu des gilets jaunes. J'ai cru que c'était une action des gilets jaunes, donc ça m'a un petit peu inquiété. Je me suis dit, j'espère qu'il n'y aura pas de violence. Bon, heureusement, c'est pas le cas. Sinon, est-ce que l'action m'étonne? Bon, forcément, c'est une surprise, évidemment. Oui, techniquement, le ministère est bloqué, on ne peut pas aller travailler. Alors, la question, c'est est-ce que ça va durer toute la matinée, toute la journée? Ou toute l'année? Parce que c'est un peu ça que sont venus témoigner ces activistes. C'est marquer le fait que ce ministère est bloqué toute l'année, qu'il est incapable de mettre en place les mesures dont on a besoin et qu'il se retrouve à faire des grands écarts en autorisant des grands projets inutiles ou alors la raffinerie de Total, tout en voulant mettre en place le plan climat. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une façon de voir les choses, mais je pense que si on bloque les administrations à très longue, quand à très long terme, c'est un peu contre-productif, c'est même complètement contre-productif. Alors en l'occurrence, c'est pas nous qui les bloquons, ce sont les grandes entreprises et les pollueurs. J'ai pas dit que c'était vous. J'ai pas dit que c'était vous. Non, ouais, je pense que c'est un libre exercice du droit de manifestation. Du moment que c'est non violent, voilà, j'ai pas. Vous êtes content de la politique de ce ministère actuellement? Joker, moi j'ai un devoir de neutralité, donc je pose pas de... Et est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la mission de ce ministère? Pardon? La mission de ce ministère. Alors, la mission de ce ministère, c'est de mettre en œuvre la transition écologique décidée par le gouvernement et prévue dans des dispositions de la LTECV et autres chantiers légaux. Mais honnêtement, vous le savez comme moi. Est-ce que ça tombe dans le devoir de réserve de marquer le fait que, en l'occurrence, elle n'arrive pas à tenir son échéancier, ce ministère? C'est pas à moi de porter un jugement là-dessus. Là, donc, est-ce que du coup, vous pouvez me pointer du doigt quelqu'un qui serait plus à haut niveau et qui serait en capacité de répondre à cette question fondamentalement simple? Je suis citoyen français, ce ministère, je lui ai délégué mon pouvoir pour accomplir une mission qui est mettre en place le plan climat. S'il ne le fait pas, à qui je parle en fait, hein?
Alors, petite remarque, si vous voulez quelqu'un de très haut placé, il fallait plutôt aller à l'hôtel de Roquelaure qui se trouve à Saint-Germain-des-Prés, parce que nous sommes des employés aux écritures. Alors, je peux comprendre la symbolique qui porte à bloquer le ministère aujourd'hui. Bon, alors c'est surtout un symbole. Bon, ça nous gêne un petit peu pour la journée, c'est pas trop grave si c'est uniquement aujourd'hui, mais si vous voulez vraiment parler à des responsables, il faut aller voir le ministre ou quelqu'un de son cabinet. Et ces gens sont à Saint-Germain-des-Prés, ils ne sont pas à la Défense. Merci, on prend rendez-vous, on va y aller, il n'y a aucun problème, on y est déjà allé plusieurs fois. Par contre, j'ai une question, pourquoi ce ministère, pourquoi il y a eu besoin de mettre ce ministère au sein de la Défense? Quelle est la relation entre ce bâtiment et tous les autres qui l'entourent? Alors le ministère, il est dans plusieurs bâtiments, il est un peu dans l'Arche, il est ici, avant il était dans d'autres tours. Alors pourquoi l'ont-ils mis à la Défense? Je pense que c'est pour des raisons de place, j'ai pas l'historique. Mon Dieu, est-ce que c'est gênant qu'il y ait des bureaux, des administrations à la Défense? Oui, en fait, c'est un peu ça qu'on vient pointer du doigt. Hein. C'est un peu ce qui est gênant, la gênance, comme on dit, c'est la proximité entre des intérêts industriels ou financiers de grands pollueurs et la mission qu'accomplit ce gouvernement. Je vais devoir écourter notre entretien pour passer l'antenne à Julie. Oui. C'est pourquoi ça? C'est impossible. Quand on fera le dernier JTR, mais avec le JTR, c'est parfait. Top, allez-y. Je suis toujours au siège non, pas du tout, voilà, au siège d'EDF, ben oui, mais on me perturbe derrière, où les militants climat sont venus dénoncer à la fois les activités climaticides de l'entreprise et la collusion entre le gouvernement et ces industries très polluantes. Je suis venue prendre la température côté militant. Je voulais tout simplement poser la question. On est ici dans une action de désobéissance civile qui, à mon avis, est le moyen d'action le plus radical en tant que citoyen pour montrer son désaccord et faire avancer les choses en notre faveur. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à venir aujourd'hui à prendre part à une action de désobéissance civile comme celle-là? Aujourd'hui, il n'est plus question d'agir à notre échelle. C'est plus possible. On peut tous agir à notre échelle, mais c'est vraiment au grand de ce monde de pouvoir faire quelque chose, un levier bien plus grand. Et on est tous, je pense, autant que nous sommes, inquiets pour notre avenir, l'avenir de nos enfants. Je souhaiterais être maman et vu l'état actuel des choses, je ne peux même pas imaginer élever des enfants dans un monde qui va s'effondrer si peu dans peu de temps. Et c'est vraiment une inquiétude permanente. Et je veux le mieux pour la suite, pour tout le monde. Et c'est vraiment au grand de pouvoir prendre les décisions. On peut faire tous à notre petite échelle, mais c'est pas suffisant. Merci beaucoup. Effectivement, aujourd'hui, on a beau prôner le colibrisme et l'action individuelle, étant donné les enjeux environnementaux, sociaux et humanitaires, on ne peut plus se contenter de ça. Et c'est pour ça que de nombreux militants sont venus ici pour une action de désobéissance civile qui est historique en France. On n'a jamais eu autant de personnes mobilisées pour ce genre d'action. Parmi eux, John, qui est ici aussi. En tant que militant, qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à venir faire une action de désobéissance civile? Et je le rappelle, qui est quand même la façon la plus radicale de montrer son opposition. Alors, la façon la plus radicale, je dirais pas ça. Il y a plus radical. Maintenant, c'est la façon la plus radicale dans le non-violent. En tout cas, dans ce que je connais. Voilà. Moi, je suis là aujourd'hui parce que je pense que le gouvernement ne réagit pas, ou en tout cas pas assez vite. C'est un problème. Je crois que HK et les Saltimbanques viennent de nous rejoindre, mais on va essayer de terminer quand même cette interview. Est-ce que tu peux parler un petit peu? Donc moi je suis là parce que je pense que le gouvernement ne réagit pas assez vite, voire pas du tout face aux problèmes qu'on a. Ça fait déjà plusieurs décennies qu'on sait que notre modèle est un problème pour la planète, est un problème aussi purement pour lui-même, parce que notre modèle économique ne peut pas fonctionner avec des ressources limitées. Et pourtant on continue de fonctionner comme ça, de faire plus chaque année, de polluer plus chaque année, détruire plus l'environnement, occasionnellement d'augmenter les inégalités sociales, etc. Et à un moment, on ne peut pas continuer comme ça. Surtout parce qu'on va arriver à un niveau où on va détruire le climat de façon définitive. On a déjà atteint des seuils où il n'y aura pas de retour en arrière possible sur certains paliers. C'est pas la peine d'aller plus loin. C'est pas la peine de risquer quasiment l'entièreté de l'humanité. Pourquoi ? Pour
pouvoir aller en avion un peu partout et rouler en voiture. Enfin, l'idée, c'est il faut qu'on change complètement notre mode de vie, notre mode de pensée aussi. Et pour ça, on a aussi besoin du gouvernement, parce que de l'action individuelle, ça suffit pas. Il faut aussi que le système mette à disposition les moyens d'être efficace dans sa pratique dans son mode de vie qui correspond à quelque chose qui est correct pour la planète, on va dire. Je ne sais pas vraiment comment le formuler, mais on a besoin en tout cas que le gouvernement fasse des choses pour s'occuper de ce qu'il a à gérer, c'est-à-dire les grandes institutions mettent en place un système qui fonctionne et qui respecte l'environnement et qu'on puisse utiliser. Plutôt que, je sais pas, par exemple, de privatiser tout à tort et à travers et de dégrader les conditions du service public. Un exemple tout simple, moi je vis à la campagne, il n'y a quasiment pas moyen de venir, je vis donc pas dans une grande ville, il n'y a pas moyen de venir à Paris facilement en transport. Je suis obligé de prendre la voiture au moins pour aller jusqu'à une gare qui est assez loin. Et donc prendre en compte les besoins de chacun malgré tout. Penser tout, on a tout qui est centralisé. Les grandes villes, c'est plus viable en fait. Enfin, c'est viable encore quelques temps, mais plus on les garde, plus ça détruit la planète. Donc il faut repenser la façon d'organiser les choses, de produire les choses, de vivre et de consommer. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on veut ici faire réagir un peu les gens, le gouvernement, parce que c'est urgent maintenant. D'après les derniers rapports du GIEC, on a à peu près 12 ans avant d'atteindre des seuils vraiment catastrophiques. Et on sait que chaque dixième de degré compte aujourd'hui, c'est pour ça que les militants climat sont là pour l'urgence. Voilà, nous on dit il faut se bouger, il faut commencer à faire des choses et les marches ça suffit pas, donc on passe au niveau dessus. Merci beaucoup, merci d'être là. À qui nous devons je recherche quelqu'un passer. C'est avec moi Julie dans les coulisses de l'action de désobéissance civile, en direct du centre Média, et alors en compagnie de Jérôme, porte-parole Greenpeace, avec qui on vous propose de prendre un petit peu de hauteur pour faire un topo général, un état des lieux un peu plus global de notre planète, de notre mère nature. Jérôme, quand je dis topo général, tu penses à quoi en priorité ? Je pense à un constat alarmant, malgré tout, c'est que le changement climatique, on est en plein dedans et pour l'instant on va droit dans le mur. L'inaction de nos dirigeants aujourd'hui, le déni dans lequel demeurent, malgré des beaux discours enfermés, les décideurs politiques, les grands patrons des multinationales, nous conduit à toute allure droit dans le mur. Les 4 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées. L'Organisation des Nations Unies annonce que les conséquences du dérèglement climatique, ça pourrait être des crises alimentaires majeures et très proches, très prochaines. Tu penses à quoi d'autre ? Les conséquences du dérèglement climatique, elles sont multiples et effectivement, elles sont dramatiques à tel point qu'on peut même difficilement toutes les envisager. Donc c'est la montée des eaux, c'est un dérèglement qui se traduit dans certaines régions par des montées de température très importantes, l'aridité. Certaines régions deviendront finalement totalement inhospitalières alors qu'elles sont aujourd'hui peuplées. Mais ce sont aussi des conséquences économiques et géopolitiques considérables, des mouvements de population qui vont concerner des centaines de millions de personnes. Enfin voilà, les conséquences, elles sont vertigineuses. Maintenant, il faut surtout se projeter dans les solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas en arriver là ? Les scientifiques sont très clairs. Si on dépasse 1,5 degré de réchauffement moyen comparé aux températures pré-industrielles, on arrive vraiment dans une zone extrêmement dangereuse où les événements, pour certains, sont imprédictibles et surtout, certains phénomènes deviennent inarrêtables, entraînent des effets en cascade. Il n'y a plus de retour en arrière. Donc il faut absolument éviter d'en arriver là. Et encore une fois, les scientifiques sont clairs, il faut à tout prix éviter, et c'est le grand combat de l'humanité sur les prochaines décennies, dépasser 1,5 degré de réchauffement global.
Alors, l'un des terrains d'action aujourd'hui, c'est EDF, où il a été question de nucléaire, aussi par rapport à cette thématique. Et pour revenir peut-être sur du plus précis, la question du nucléaire en France, je pense que tu avais aussi envie d'apporter un complément d'information par rapport à ce qui a déjà été dit. Oui, bien sûr. L'action d'aujourd'hui, elle vise à dénoncer la République des pollueurs. Donc c'est quoi? Ce sont les entreprises polluantes. Total, EDF sont des acteurs majeurs des pollutions environnementales et c'est dénoncer aussi la collusion entre ces entreprises et les décideurs politiques au plus haut niveau de l'État, en l'occurrence Emmanuel Macron. Et là aussi, c'est important de souligner que la politique énergétique de la France, elle ne se discute pas dans les couloirs du ministère de la Transition, dans les bureaux du ministère de la Transition énergétique et solidaire. Ça se discute au siège d'EDF, la politique énergétique de la France. Et le nucléaire, c'est quoi? C'est tout sauf une solution au changement climatique. C'est un problème supplémentaire à celui qu'on a déjà avec le changement climatique, parce que le nucléaire, c'est la production en continu des matières les plus toxiques qui existent sur Terre. Elles n'existent même pas à l'état naturel, c'est l'homme qui les a produites. Le plutonium, tout un tas de résidus de la fission nucléaire, les matières les plus toxiques dont on ne sait que faire. On n'a aucune solution pour les retraiter, bien sûr, et encore moins pour les stocker de manière sûre et définitive. Et puis le nucléaire, c'est un gouffre financier, c'est une impasse technologique, comme le montrent les déboires à n'en plus finir de l'EPR à Flamanville. Et ça nous bloque dans la transition énergétique. Et on le voit bien, une des premières décisions d'Emmanuel Macron, contrairement à ce qu'il avait promis lors de sa campagne, ça a été de revenir sur la sortie partielle et le rééquilibrage du mix énergétique, la sortie partielle du nucléaire. Ça a été de revenir là-dessus, de repousser de 10 ans l'objectif de 50%, de revenir à 50% de nucléaire dans notre mix électrique. Donc Emmanuel Macron se fait le chantre de l'industrie nucléaire, est prêt à engloutir des milliards d'euros d'argent public chaque année pour renflouer une industrie et une entreprise EDF qui est de fait une entreprise en état de quasi-faillite avec une dette abyssale et des décisions d'investissement qui sont totalement irrationnelles. On est dans une... Excuse-moi Jérôme, nucléaire en France. Et du siège d'EDF, direction le siège de la Société Générale avec Félicien. Ok, vous m'entendez? Alors là, nous sommes toujours en direct au pied de la tour Société Générale à la Défense. La police vient d'entrer dans une action beaucoup plus offensive alors que pour l'instant tout se déroulait paisiblement. Les personnes qui étaient simplement assises devant la porte d'entrée dans une passivité absolue ont été aspergées à bout portant donc par les sprays de la police. Vous avez probablement vu à l'image juste maintenant. Juste avant, nous avons eu un affrontement, on va dire plus verbal qu'autre chose, mais quand même assez marquant entre une salariée de l'entreprise qui avait l'air quand même relativement importante dans l'entreprise qui voulait absolument rentrer à l'intérieur du bâtiment et qui a donc marché sur les gens pour pouvoir rentrer. Je ne sais pas si vous avez vu cette image. Donc là, ça commence un petit peu à s'envenimer ici. D'un côté, la police qui se trouve, comme c'est souvent le cas dans les actions de désobéissance civile, à un moment de déclic où ça bascule un peu plus dans la violence. Alors que finalement ici, à part un léger bris de verre, on n'a absolument rien déploré, ni de dégâts matériels et encore moins de dégâts humains de la part des manifestants. On essaye toujours d'avoir un peu de contradiction, on essaye toujours d'interroger des gens de l'entreprise pour réagir. Malheureusement, ça c'est pas possible pour l'instant. Personne ne veut réagir. On a beaucoup plus d'invectives, on va dire, que de conversations constructives. Et quand les conversations sont constructives, que les certains militants qui viennent que les certains employés qui viennent nous trouver pour dire des choses, on va dire, qui amènent plus d'eau au moulin du débat, et bien malheureusement ils ne veulent pas intervenir forcément pour pas se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de leur entreprise. Donc voilà, je reviendrai évidemment vers vous dès que nous avons un petit peu plus d'éléments pour comprendre vraiment ce qui se passe là en ce moment. On essaie évidemment d'aussi comprendre au niveau de l'entreprise quels sont les propos, quels sont
quelles sont les, on va dire les réactions dans l'instant. On a France 24 ici qui est juste à côté de nous. Nous ne pensons pas qu'ils aient également pu avoir les images que nous venons de tourner. On est en live là? Je sais pas. Victor ou Alexis? Jérémy? Je demande-leur s'il y a du verre par terre. Vous avez du verre là dessus? Il y a encore du verre ou il n'y a pas de verre? Quand vous êtes assis. Parce que sinon, il faut leur dire derrière, ils vont peut-être vous toucher. Ils ont chaud. Si tu veux leur toucher, Vous voulez de l'eau? Pas dans les yeux. Il y en a un qui demande de l'eau là-bas. Là. Vous avalez pas, hein, vous crachez. Hein. Vous rincez la bouche, vous crachez. C'est dilué, hein. Ah si. Ça va brûler l'intérieur. Comme ça, et hop, là, vous évacuez vers l'extérieur. De l'intérieur de ton œil vers l'extérieur. C'est encore mal à l'œil. Je me mets de l'autre côté. Alors, merci. Alors, nous sommes toujours sur le JTR en direct depuis la tour Total où nous bloquons toujours les accès d'entrée. C'est assez émouvant de voir les employés qui viennent nous parler, autant pour se plaindre et pour nous dire qu'ils trouvent ça violent, ou autant pour nous soutenir et dire que c'est très très beau cette solidarité de voir qu'on est capable de poser des jours, de venir jusqu'à Paris pour faire ça. Aujourd'hui, je suis donc avec Djemil et avec Clémence, représentante de 350.org. Clémence, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les raisons qui font que le dialogue a été entrepris avec Total, mais que néanmoins vous avez décidé de bloquer cette tour aujourd'hui? Nous, on ne dialogue pas avec Total puisque le constat est clair. Il faut laisser les combustibles fossiles dans le sol, donc c'est-à-dire le pétrole, le gaz et le charbon. Ça, c'est un constat qui est devenu encore plus évident avec la sortie du dernier rapport du groupe d'experts international sur le climat. On sait aujourd'hui qu'il faut renoncer à construire toute infrastructure fossile et il faut même en fermer de manière anticipée. Aujourd'hui, il y a déjà des millions de personnes qui payent du prix le plus fort les conséquences du dérèglement climatique. On sait qu'il y a un risque d'emballement dans les années qui arrivent. Pourtant, Total, depuis la COP 21, n'a pas du tout changé son modèle économique et va faire du lobbying très poussé. Il y a une nouvelle étude qui a été publiée il y a quelques semaines en montrant les millions qui sont dépensés pour bloquer toute politique climatique ambitieuse. Et donc, il continue à développer ces nouveaux projets. Donc, c'est des nouveaux projets qui à la fois détruisent les écosystèmes, les communautés qui dépendent de l'environnement pour vivre et aussi évidemment le climat. Donc aujourd'hui, on est là pour bloquer Total parce que c'est tout simplement ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on attend de nos décideurs, de nos décideuses, qu'ils cessent d'aller main dans la main avec un acteur qui n'a pas les solutions, qui au contraire bloque les solutions. Donc c'est pour ça qu'il faut utiliser la non-coopération, la résistance pour exiger que tous ces décideurs, toutes ces institutions qui aujourd'hui les protègent plutôt l'intérêt général que l'intérêt économique à court terme de cette multinationale. Et quand tu parles de non-coopération, ça résonne vraiment beaucoup avec tous les discours qu'on a pu entendre aujourd'hui, parce que on est
révolté et touché même en tant qu'être humain, en tant que vivant sur cette planète, de voir que certains passent devant nous avec un café, en prenant une photo et en partant, et en finalement étant totalement intouché par ça. Djemil, toi qui participes et commandes beaucoup les manifestations des Gilets jaunes aussi, par rapport à cette action, comment tu te sens et comment tu ressens aussi toute cette action avec les activistes aujourd'hui qui ont envie d'aller plus loin? Je sais qu'on parle de convergence depuis très longtemps et qu'on la fantasme, etc. J'ai l'impression qu'elle, je constate qu'elle a lieu en fait. C'est-à-dire que moi je suis gilet jaune, je suis vert, jaune et rouge. Et là il y a des verts et des jaunes, il y a des rouges. On a pu faire scander des slogans qu'on entend plutôt dans les cortèges des gilets jaunes, puis le contre-infa. Il y a tout se rejoint. Et je pense qu'effectivement qu'il y a, et je vais utiliser le mot, il y a un radicalisme ambiant. C'est-à-dire on redéfinit bien ce que ça veut dire radicalisme. S'attaquer à la source du problème. La source du problème, en partie, c'est celle-ci. Donc voilà, là, en bloquant Total, c'est une action radicale. On n'a pas le choix, on se défend, on est en danger. Le gouvernement et nos représentants nous mettent en danger pour un système à court terme, comme tu viens de le dire là, qui est profitable, capitaliste, etc. On est en position de légitime défense. Donc moi, c'est ce que je constate et ce en quoi je crois. Et